Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. À la une de cette édition, la FIFA vient de suspendre la Fédération camerounaise de football. La décision de l'instance fêtière du football mondial évoque comme motif l'ingérence gouvernementale. Et puis primaire ou investiture, la question divise au sein du RDPC. Pendant que certains cadres du parti des Flammes sont favorables à l'investiture, d'autres par contre penchent pour les primaires. L'arbitrage de la hiérarchie du parti est vivement attendu. Et puis à l'étranger, Égypte, Adli Mansour est le nouvel homme fort du Caire. Le président du Conseil constitutionnel égyptien assure l'intérim à la tête de l'État après la mise à l'écart de Mohamed Mansi par l'armée. Comment comprendre ce nouveau revirement du printemps égyptien? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec nos invités. Une fois de plus, bonsoir. La nouvelle est officielle depuis cet après-midi au Cameroun, celle portant la suspension de la Fédération camerounaise de football par la FIFA. Pour en savoir davantage sur cette décision, je reçois sur ce plateau Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir. Bonsoir, Étienne Pascal Azé. Alors, vous faites partie du service de sport d'Equinox Télévision. Alors, cette décision de la FIFA était-elle attendue? Alors, il faut le dire, a priori, oui, au vu du déroulement des événements durant le scrutin, le scrutin concernant l'élection, le scrutin à la Fédération camerounaise de football. Vous savez qu'il y a eu d'énormes tractations. On a vu cette sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, qui avait décidé de la suspension du processus électoral, ce qui avait donc amené également la FIFA via son secrétaire général à faire une sortie pour donner une sorte d'ultimatum à la Fédération camerounaise de football. Et le ministre des Sports et de l'Éducation s'était vite ravisé et avait donc réautorisé la poursuite de ces scrutins au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mais là où la thèse de la suspension se confirmait, c'est lorsqu'au lendemain de l'élection querellée 19 juin dernier, Sepp Blatter, président de la FIFA, a décidé donc d'envoyer une correspondance à Iya Mohamed pour le féliciter pour sa réélection. Et donc, du coup, à partir de ce moment, on pouvait bien comprendre que la FIFA avait clairement donné son onction pour ce processus électoral. Et donc, la suite des événements, on les connaît tous, avec la sortie de la commission de recours qui avait donc, elle, pris la décision d'annuler cette élection querellée 19 juin dernier, que la FIFA n'allait pas tout à fait être d'accord avec cela. Et donc, la FIFA a estimé que le gouvernement camerounais s'est ingéré dans ce processus électoral, ce qui est contraire à ces textes, les textes de la FIFA. Alors, est-ce que c'est ça qui justifie le motif d'ingérence gouvernementale qu'avance la FIFA pour motiver cette décision? Alors, il faut dire que cette qualification d'ingérence peut être appréciée à divers niveaux. Si l'on s'en tient au fait qu'à un moment donné, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui de surcroît est la tutelle de toutes les fédérations sportives et civiles nationales, a fait une sortie justement pour suspendre le processus électoral à la Fédération camerounaise de football et que cela avait déplu à la FIFA, on va dire, peut-être à ce niveau, oui, de par ce que la FIFA pense, il y a eu ingérence. Mais maintenant, de par les faits, est-ce que l'ingérence gouvernementale est aussi avérée que cela? On peut bien se poser la question parce qu'à aucun moment donné, on a vu une autorité, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre des Sports, de l'Éducation physique lui-même, prendre clairement position, si ce n'est cet acte que le ministre des Sports, le ministre Adoum Garoua, avait pris pour décider donc de la suspension du processus électoral. C'est vrai que lors du scrutin du 19 juin dernier, on a vécu une fédération camerounaise de football fortement militarisée, mais du côté du gouvernement, l'on a mis au devant de la scène le fait que c'était une mission d'encadrement pour éviter qu'il y ait des troubles à l'ordre public, parce que c'est ce sur quoi le gouvernement camerounais s'est toujours appuyé pour se défendre d'une quelconque ingérence à la Fédération camerounaise de football. Donc, le processus ou alors la thèse d'ingérence que brandit la FIFA aujourd'hui peut être appréciée à divers niveaux. Alors, Sylvestre Hippolyte Zangaou, quelles sont les conséquences immédiates liées à cette décision prise par la FIFA? Les conséquences immédiates sont claires. On sait que les équipes camerounaises sont engagées dans des compétitions internationales. Il faut déjà dire que cette suspension s'applique uniquement sur le plan international. Ça veut dire qu'en matière de football, sur place au Cameroun, on peut jouer tout ce qui est championnat, tout ce qui a comme activité liée au football peut se dérouler sur place. Mais maintenant, en termes de compétition internationale, on sait que Coton Sport de Garoua, par exemple, est encore engagé en Champions League africaine et Coton devrait faire sa sortie à partir du 9 juillet prochain dans cette compétition. Ce ne sera pas possible si la suspension est toujours en vigueur. Les Lions A'
doivent disputer un match de qualification, un match en vue des éliminatoires du CHAN 2014, samedi prochain au Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé contre le Gabon. Les A-Prime ne pourront pas disputer cette rencontre. Et pire, ce que beaucoup de Camerounais considèrent comme étant pire, c'est que les Lions indomptables de la sélection Fagnon ne pourra pas, elle également, disputer le match décisif contre la Libye au mois de septembre prochain, le 6 septembre exactement, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. Donc, c'est à ce niveau que les conséquences directes de la suspension décidée par la FIFA, la suspension de la Fédération camerounaise de football, décidée par la FIFA, s'appliquent. Merci Sylvestre Hippolyte Zangaou. On aura le temps de revenir plus en large sur cette question portant sur la suspension de la Fédération camerounaise de football, notamment tout à l'heure après cette édition d'information au cours de l'émission spécialisée J10 Sport. C'est moi qui vous remercie. Pour être tout à fait complet avec cette information en sport, notons que le Cameroun perd 6 places sur le classement FIFA. Il est classé 71e mondial après donc 75e mondial. C'est un classement de ce mois de juillet. L'Espagne occupe toujours la première place, tandis que le premier africain, qui est notamment la Côte d'Ivoire, loge à la 13e position. On parle de toute autre chose à présent, législatives et municipales 2013, eh bien le débat s'anime sur le choix des candidats au RDPC en vue donc du double scrutin du 30 septembre prochain. Si certains cadres du Parti des Flammes sont favorables aux investitures, d'autres penchent plutôt pour les primaires. D'où, du coup, l'on a envie de dire que l'arbitrage de la hiérarchie du parti est vivement souhaité. Sal John, Marcelin Gansop. La convocation du corps électoral a amplifié les débats dans les chaumières au sujet du procédé par lequel le RDPC devrait choisir les candidats à présenter au scrutin du 30 septembre. Deux courants de pensée se sont affrontés jusqu'ici. D'un côté, ceux qui soutiennent mordicus que l'investiture des candidats est la meilleure option. Les textes de base du parti privilégient l'investiture. Mais l'investiture n'est pas une méthode antidémocratique. Si c'est les primaires pures à 100%, cette méthode, bien sûr, reflète le caractère républicain et démocratique, mais a ses désavantages. Ça crée beaucoup d'ennuis, ça crée beaucoup de haine, ça crée beaucoup de tensions, de malentendus, de mécontentements, et parfois, ça compromet les objectifs du parti. De l'autre côté, il y a ceux qui auraient souhaité que la hiérarchie du parti passe par les primaires pour dévoiler le visage de ses candidats. Ceux qui se réclament être des conservateurs nous reprochent d'avoir lancé le débat dans la rue. Le débat n'est pas dans la rue, c'est un débat militant. Le courant réformateur que j'ai le privilège de diriger au sein du RDPC est devenu majoritaire. Et quand il devient majoritaire, il commence à faire peur. Pourquoi? Parce qu'en face, tous les responsables politiques du RDPC aujourd'hui sont devenus politiquement insolvables. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont peur des primaires. Dans ce parti, beaucoup de gens sont organisés pour aider le président Biya à arborer la camisole de la honte au moment où il s'apprête à faire sa sortie. Investiture ou primaire, certains élus refusent de se prononcer. Pour eux, peu importe le choix de la hiérarchie du RDPC, ils n'ont pas d'autre solution que de se plier. Je suis serein, j'attends, étant entendu également qu'en politique, tout est permis. Il faut seulement se préparer à tout. C'est comme un match de football. On peut rater un penalty comme on peut mettre le but quand il faut. Il faut seulement préparer les populations à tout, c'est-à-dire à la défaite ou comme à la victoire. Pendant que les esprits s'échauffent, s'agissant du choix du parti au flambeau, le délai continue de courir et le 17 juillet, date limite des dépôts des listes de candidature, n'est plus loin. 60 000 francs CFA, c'est le montant que doit débourser le candidat à la candidature au municipal. Et ça, c'est l'argent qui rentre dans le cadre de la composition des 10 dossiers. C'est dans ce reportage que nous propose Dalash Chana et Serge Alorto. Vincent Gambou, conseiller municipal dans le 3e arrondissement de Douala, a décidé de remettre ça. Ce militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais cache mal sa fierté à l'idée d'être prêt pour la bataille du 30 septembre. Il se souvient des éléments constitutifs du dossier de candidature sans être exhaustif. Il vous faut déjà une demande que vous retirez auprès de votre parti politique. Mais il vous faut un certificat de domicile. Il vous faut votre bulletin numéro 3. Il vous faut votre certificat d'imposition ou de non-imposition. Il vous faut un certificat de fonction
il vous faut un certificat de nationalité, la copie certifiée de votre carte d'identité nationale. Tout ceci a un prix pour tous les prétendants aux exécutifs communaux. Un véritable parcours du combattant semé d'embûches que sont l'achat des timbres communaux et fiscaux. À ce volet vient se greffer l'inévitable caution qui s'élève à 50 000 francs CFA. Bon, en termes de coûts, je peux indiquer que les frais de participation aux élections municipales, il faut payer 50 000 déjà au trésor public, hormis les 50 000. Les autres frais, juste, c'est les timbres. Vous devez payer environ 10 timbres pour les différents éléments que vous allez réunir. Donc disons que vous pouvez dépenser 60 000 francs pour être candidat. Si pour le grand conseiller à la communauté urbaine de Douala et secrétaire général RDPC dans le 3e arrondissement, le volet administratif de sa candidature semble OK, reste aux politiques de faire de même. Tout ce qu'il faut remplir au niveau de l'administration, alors je l'ai déjà fait, mais au niveau du parti politique, de notre parti, le RDPC, nous attendons que les différentes commissions du comité central soient déployées sur le terrain et c'est auprès de ces commissions-là que nous allons retirer d'autres fiches, les fiches d'engagement, les fiches de candidature et autres. Ce sera donc à Élections Cameroun de faire le reste. En plus du décret portant convocation du corps électoral, le président de la République a pris un autre décret, cette fois-ci portant sur le découpage électoral. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. Qu'il s'agisse de la répartition des sièges ou du découpage de certaines circonscriptions, les deux décrets présidentiels publiés mercredi complètent le dispositif légal qui encadre le scrutin du 30 septembre prochain. Il faut déjà noter que le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale reste fixé à 180 et que les régions de l'extrême nord, du centre et de l'ouest se taillent la plus grosse part du gâteau avec respectivement 29, 28 et 25 sièges à pourvoir. Le nord-ouest avec 20 sièges, le littoral avec 19 et le sud-ouest avec 15 occupent les 4e, 5e et 6e rangs. Les régions de l'Est et du Sud totalisent 11 sièges chacune, juste derrière le Nord qui en compte 12. La région de la Damawa ferme la queue avec juste 10 sièges mis en compétition. Au niveau des départements, le Vouri bat le record avec 9 sièges au total sur les 19 que compte la région du littoral. Il est suivi du département du Fundi avec 7 sièges. Plusieurs départements se contentent d'un seul siège. Le découpage spécial de certaines circonscriptions a donné une nouvelle configuration, marquée par exemple dans le département de la Léquié, par le fait que la Léquié Ouest a perdu un siège au profit de la Léquié Est. C'est l'un des rares changements qui transparaît dans le décret signé le 3 juillet. Au total, ce sont 17 départements qui sont concernés par ce découpage spécial. Ils se recrutent dans les régions du centre, de l'extrême nord, du littoral, du nord, du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest. Dans l'ensemble, il n'y a pas de véritable modification par rapport à la configuration de 2007. Tout autre chose à présent, les chefs traditionnels Sawa exigent le lancement des travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri. Réunis autour de leur association, l'autorité traditionnelle de la ville de Douala a marqué son inquiétude face à l'extrême lenteur de la mise en place du chantier. Des inquiétudes qui sont davantage motivées par le démantèlement du site devant abriter les cérémonies de pose de la première pierre de cet édifice. Les précisions, une fois de plus, avec Serge Alaotou. Un deuxième pont sur le Vouri, ce n'est pas pour demain. La tribune qui, jusqu'au 21 juin dernier, attestait de l'éminence des cérémonies de pose de la première pierre de la construction de cet édifice est en train d'être démantelée. Pour l'association des chefs traditionnels des villages du Vouri, l'extrême lenteur de la mise en chantier du deuxième pont sur le Vouri inquiète, de même que l'arrêt des travaux d'aménagement. Sa Majesté Ness Ruben Essomber est le secrétaire général de l'association. Nous voulons que ces travaux commencent sans délai, les populations l'attendent. Et que s'il y a une raison, qu'on explique au moins, qu'on empêche la rumeur de
d'avoir les conséquences désastreuses qu'elle a souffert. Avec les travaux d'aménagement de ce site, situé non loin de la brigade de gendarmerie de Deido, bon nombre d'usagers du vieux pont avaient cru voir une lueur d'espoir. Aujourd'hui, c'est le doute qui a pris le dessus. Oui, enfin, puisqu'on est en train de détruire ce qu'on était en train de construire qui devait servir du lancement de l'inauguration, on est en train de détruire ça. Selon moi, ça veut dire que peut-être on ne va plus faire le deuxième pont. Faite du bois tiré de nombreuses essences dont regorge la forêt camerounaise et surmontée de barres métalliques, cette tribune, selon certains experts, a englouti jusqu'à ce stade de construction plusieurs millions de nos francs. Une situation qui révolte outre mesure. C'est les Camerounais qui sont en train de subir les conséquences parce que c'est l'argent du pays qui part. Donc je me pose des questions, pourquoi est-ce qu'on a d'abord eu à construire ça? Il valait mieux ne pas construire. Face à cette situation qui alimente de nombreuses rumeurs, l'association des chefs traditionnels des villages du Vouri appelle les autorités à sortir de leur mutisme. Lorsque l'entreprise chinoise qui, à quelques mètres de là, a commencé ses travaux, les gens ont pensé que c'était le deuxième pont. Et tout le monde s'est réjoui en disant enfin. Et puis un matin, on nous apprend que non, c'est des addictions d'eau, etc. Alors, c'est pas très bon de laisser la population dans cet état d'esprit. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour calmer, mais il est grand temps que les voies les plus autorisées nous disent exactement ce qui se passe. Un deuxième pont sur le Vouri, les populations restent confiantes tout de même et refusent de croire que le démantèlement de la tribune est venu noyer définitivement l'idée dans les profondeurs du Vouri. En santé, les antirétroviraux bientôt disponibles après plusieurs semaines de pénurie. L'information rendue publique ce jour à Yaoundé par le ministre en charge de la santé publique vient redonner du baume au cœur à 5000 malades en attente de traitement. Yannick Mazoua. C'est une bonne nouvelle pour les nombreuses personnes victimes du VIH-Sida. Nous sommes en train, depuis 48 heures, de sortir de l'aéroport d'Insimalène des antirétroviraux qui vont être disponibilisés immédiatement. Malheureusement, quand les médicaments arrivent à l'aéroport, nous devons avoir toute la procédure douanière qui permet de sortir également ces médicaments. Donc ces médicaments sont en cours de distribution. L'arrivage de ce stock d'antirétroviraux va ainsi redonner un nouveau souffle à ces nombreux malades longtemps sevrés depuis plusieurs semaines de leur traitement. Une pénurie de prime abord due à une augmentation quantitative des malades. En 2007, nous n'avions que 28 000 malades sous traitement. Aujourd'hui, nous sommes à 123 000 malades. Ensuite, une présence variée des virus. Nous avons tous les différents types de virus comparativement à d'autres pays. De telle sorte qu'au Cameroun, nous avons 5 protocoles comparativement à d'autres pays qui n'ont qu'un seul protocole. Autre facteur enfin, dû à l'augmentation de la consommation des antirétroviraux, la forte prévalence de l'hépatite B. Le taux de prévalence de l'hépatite B est de l'ordre de 10%, plus important que le taux de prévalence du VIH-Sida qui est de 4,3. Et aujourd'hui, il n'y a pas un traitement pour l'hépatite B. Pour qu'on puisse soulager ceux qui ont l'hépatite B, nous les mettons aussi sous antirétroviraux. Mais en attendant, les nombreuses personnes touchées par le VIH-Sida devront prendre leur mal en patience. Le temps pour le gouvernement de dédouaner les stocks d'antirétroviraux actuellement à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La suite du journal, on parle de ces distinctions dans nos forces de maintien de l'ordre. Il s'agit des soldats du feu promus au grade supérieur qui ont reçu leurs épaulettes à Yaoundé. Il s'agit de sous-officiers fraîchement formés. Une cérémonie que présidait le commandant du corps national des sapeurs-pompiers. Sal John et Marcelin Gansop étaient présents à cette cérémonie. Voici la compte rendue. Ils ne reculeront devant rien pour porter secours. Engagement pris par les 27 sous-officiers, désormais intégrés au corps national des sapeurs-pompiers. Protège mes compagnons et moi-même. C'est une cérémonie unique parce que c'est la première fois depuis la création du corps que nous recevons des sous-officiers formés immédiatement des écoles. Devant leurs supérieurs hiérarchiques et les membres de leur famille, ils ont juré, la main sur le cœur, de servir avec foi et dévouement
même au péril de leur vie. Quand tu m'appelles, j'accours, mais assure-toi de m'avoir arrêté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Seigneur, fais que je puisse sauver beaucoup de personnes sans m'enorgueillir, même au péril de ma vie. En bon père de famille, le général de brigade, commandant le corps national des sapeurs-pompiers, a tracé la voie que devraient emprunter ces jeunes éléments. En tant que votre chef, commandant de ce corps, je vous demande de conserver votre santé. Ceux qui vont gaspiller leur santé dans l'alcool, dans les joies de la vie, dans les plaisirs que je ne veux pas nommer, resteront en queue de fil. Donc faites attention à votre santé. Ce n'est pas tout le monde qui peut se mettre au service d'autrui. Vous avez choisi une noble cause. Les sapeurs-pompiers sont attendus sur plusieurs fronts. Une mission à la fois exaltante et contraignante, mais qui n'effraie aucunement les nouveaux soldats du feu. C'est de servir valeureusement et avec foi et dévouement la population camerounaise. Je pense que j'ai été très bien formé et très certain de l'être. Plus que jamais, le corps national des sapeurs-pompiers est déterminé à remplir honorablement ses missions, au grand soulagement des populations qui ne demandent pas mieux. À l'étranger, Égypte, Mohamed Morsi n'est plus président de l'Égypte. Il a donc été démis de ses fonctions par les militaires. Les hommes en tenue l'ont arrêté puis transféré au ministère de la Défense ce matin. Le chef de l'armée a par ailleurs annoncé la tenue des élections générales au cours d'une déclaration télévisée. Sandine Babou. La période de transition en Égypte sera assurée par le président de la Cour constitutionnelle, Adli Mansour, qui prête serment ce jeudi. L'Égypte sera désormais dirigée par un gouvernement d'experts et une commission sera chargée de réviser la Constitution. La défection de l'islamiste Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu dans le pays, met fin à plusieurs jours de contestation populaire. La détention de l'ancien chef de l'État et de sa garde rapprochée est la dernière étape d'une série de mesures des forces de sécurité qui ont resserré en quelques heures leur étau sur la confrérie. Ce coup de force met fin à une année d'exercice du pouvoir par les frères musulmans, marquée par de vives tensions et des explosions de violence, et ouvre une nouvelle période de transition politique en Égypte. La déchéance de Mohamed Morsi, une réponse favorable aux attentes du peuple égyptien qui dénonçait les dérives autoritaires du chef de l'État. C'est mercredi soir qu'entouré notamment des dignitaires religieux musulmans et chrétiens du pays, ainsi que du représentant de l'opposition, Mohamed El Baradei, que le chef de l'armée égyptienne, Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé lors d'une déclaration télévisée que la constitution du pays était suspendue de manière temporaire et que des élections présidentielles et législatives seraient prochainement organisées. Notons donc que depuis ce matin, c'est Adli Mansour qui assure l'intérim à la tête de l'État. Il est le président du Conseil constitutionnel égyptien. Eh bien, on peut dire que c'est le sort qui a été réservé il y a quelques années à Hosni Moubarak, que l'on a également servi à Mohamed Morsi. Je vous propose de revenir sur la genèse du printemps égyptien avec Julie Ngué. Ce que l'on qualifie de printemps égyptien débute en fin décembre 2010, début janvier 2011, avec de vives protestations des populations contre le régime en place, dirigé par Hosni Moubarak. Le taux de popularité de Moubarak va connaître alors une chute, tandis que sa milice se révèle incapable de protéger les citoyens. Néanmoins, l'ancien président égyptien est surpris par d'importantes manifestations hostiles à son pouvoir qui éclatent à partir du 25 janvier 2011. Ces manifestations se déroulent après la révolution tunisienne dont la réussite fait tomber le mur de la peur qui empêchait les Égyptiens de manifester. L'insurrection populaire s'intensifie avec pour point de repère la place Tahrir au Caire, ce qui conduit les généraux qui craignent de perdre leurs revenus à contraindre le président Moubarak à la démission. C'est au lendemain de cette chute qu'arrive Mohamed Morsi. Il est le tout premier président démocratiquement élu en Égypte. Les populations portent sur lui des réels espoirs sur l'amélioration de leurs conditions de vie et la préservation de leur liberté, chose que ne leur accordait pas le régime Moubarak. À peine un an de règne, Morsi sera vivement contesté par ce même peuple qu'il a porté à la tête de l'Égypte. Les manifestations populaires auront une fois de plus lieu à la place Tahrir, devenue principal lieu de lamentation au Caire. De vifs affrontements vont opposer pro et anti-Morsi avec à la clé des morts et blessés graves.
L'armée va refaire son apparition en adressant un ultimatum de 48 heures avant de procéder à l'arrestation de Mohamed Morsi le 3 juillet 2013. C'est donc un troisième épisode de la crise égyptienne qui s'ouvre avec Hadi Mansour, président par intérim. Nous ne restons pas très loin de l'actualité en Égypte. C'est d'ailleurs le sujet qui va agrémenter la deuxième partie de ce journal. C'est juste après ceci. Pour en parler de cette situation en Égypte, nous avons sur ce plateau le professeur Doukaya. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes égyptologue, homme universitaire en même temps. Alors, le scénario tel que vous venez de le vivre à travers les reportages qui viennent de s'achever, vous surprend-il? C'est-à-dire que le printemps arabe, le dit printemps arabe, qui est jusqu'à présent très mitigé, va là nous surprend un peu, puisqu'on est arrivé un peu à une conclusion avec l'apport des salafistes des deux extrêmes. Alors on pensait que, comme aujourd'hui en Tunisie, et que vraiment l'Égypte, quand même, l'Égypte est un carrefour historique, puisque quand on dit égyptologie, c'est beaucoup plus l'Égypte antique, mais on oublie souvent que cette portion de terre est quand même une vieille tradition. Il y a des Coptes, il y a des frères musulmans, il y a toute une développement de la prise européenne, donc c'est quand même un pays moderne. J'étais sûr que l'apport même des frères musulmans, qui au départ se disaient modernistes et tout, mais avec leurs alliances avec les salafistes, je pense qu'on donnait un tournant décisif pour que le peuple égyptien ne se sente pas encore tout à fait sûr de ce qu'il voulait, de cette liberté. Alors, ce qu'on vient de se passer il y a quelques jours en Égypte, est-ce que nous ne sommes pas partis là dans un mouvement irréversible de tensions politiques à n'en point finir en Égypte? Je ne pense pas, puisque ce qui est intéressant, c'est l'apport quand même de l'armée. L'armée est beaucoup plus un peu, l'armée c'est comme le lion indomptable du Cameroun, c'est-à-dire il y a toutes les parties de l'Égypte pauvre ou universitaire qui se retrouvent dans l'armée égyptienne. Cette armée-là, qui est née depuis Nasser, a quand même des fonctions très sociales, donc elle est très sociale, elle a des entreprises, elle est commerciale. Alors je pense qu'elle joue un rôle important. Alors ce qui serait intéressant, c'est que est-ce que réellement elle peut être l'arbitre pour permettre, n'est-ce pas, au peuple égyptien comme ils sont là, dans les 2 prochaines années, de pouvoir vraiment participer à une démocratie qui s'est arrêtée. Alors, vous qui étudiez la culture égyptienne, alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette, si je puis me permettre la répétition, cette culture de la revendication que l'on observe, pas seulement en Égypte, mais dans la plupart des pays du Maghreb, et même arabe? Bon, alors là, c'est beaucoup plus, on peut parler d'un peuple sémitique et aussi avec l'apport de l'arabe. Moi, je crois que c'est, en réalité, c'est une réaction de crise mondiale. Il y a une crise extrêmement mondiale qu'on connaît, qui se trouve en Europe, qui commence à apparaître en Asie, mais dans cette partie du monde, qui est un peu entre l'Orient et l'Occident, cette crise est ressentie à travers même le plus du pain, il n'y a plus de travaux. Alors les gens se refusent souvent sur ce qu'on appelle l'islam autoritaire en pensant qu'effectivement l'islamisme peut les apporter un rapport, mais d'autres ne lui pensent pas. Alors c'est ça le problème au départ. Alors, on y voit bien que dans le printemps arabe, il n'y a pas vraiment une philosophie derrière. Alors c'est la philosophie qui tend à ce que les gens peuvent s'approcher, c'est celle qui permettent pour surtout les parties les plus faibles, comme les salafistes, de pouvoir donner beaucoup plus d'attention sur la médecine, sur le repas. Mais en réalité, c'est une crise mondiale. Cette crise mondiale est en train de nous jouer devant nous, là, devant nous, surtout donc, dans le monde Moyen-Orient. Alors, comment faire pour en sortir? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'on verra l'apport de la distribution. Peut-être avant de préconiser quelques issues de sortie à cette crise, mais il y a quand même un comportement de ce peuple égyptien qui est surprenant. Oui. Il y a de cela 2 ans, ce peuple est descendu dans la rue pour réclamer le départ de Muammar Kadhafi, après plusieurs années de dictature, c'est qu'eux-mêmes l'ont qualifié. Ah bon, maintenant ce même peuple porte à la tête de l'État, de façon démocratique, un président. Et à peine 1 an à la tête de cet État que ce même peuple voit. Alors on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une manipulation? Bon, justement, je pense qu'il y a un problème qui ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas mélanger les 3 peuples. Bon, on dit tout à l'heure que le printemps arabe est mitigé. Quand on regarde le problème de la Libye, c'est un échec, puisqu'il n'y a pas de démocratie, nous sommes rentrés dans une bande, on ne sait pas du tout où ça va en venir, ça c'est sûr. Je suis sûr et certain qu'il y aura une division. Quand on regarde ce qui se passe en Syrie, c'est la même chose, il y a un échec, déjà
apparemment, le gouvernement tient avec une armée qui tienne. Alors, on le voyait à le temps ce qui se passait en Irak. On va en Irak aujourd'hui, c'est sûr que l'Irak est divisé. Dans les 20 prochaines années, je suis sûr que l'Irak ne retrouvera plus jamais cette cohésion qui sont. Donc, quelque part, il y a un échec. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Moi, je pense qu'il y a un certain type de modernité qu'on ne croit pas du tout en Égypte, qui va peut-être permettre qu'on puisse avoir une diffusée, parce qu'ils sont habitués déjà. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces peuples-là que vous disiez, avant, ils vivaient normalement avec les chrétiens, les coptes, avec les juifs, tout ça, ils vivaient tous ensemble. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour que cette division arrive maintenant? La crise, et surtout aussi cette peut-être façon dont l'Occident veut à chaque fois essayer de résoudre ce problème-là. On le voyait aujourd'hui, les États-Unis ne veulent plus se mêler réellement, mais il est trop tard. Eh bien, justement, c'est ce comportement des États-Unis, puisque vous en faites allusion, et même de la France, est un peu surprenant. Ils n'ont pas voulu parler de coup d'État par rapport à ce qu'on a vécu. Moi, je pense qu'ils y pensent. Mais entre le Colorado et l'autre, ils n'ont pas de choix dans le sens qu'ils ont supporté la démocratie. D'ailleurs, dans leur milieu, dans leur système, la démocratie, c'est un système occidental. L'Allemand dit que c'est un échec. On voit devant nous, c'est-à-dire qu'il peut arriver à un moment donné, la démocratie ne peut pas résoudre tous les problèmes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a voté un président qui peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. C'est ça que ça veut dire. Alors, pourquoi, est-ce qu'on a le droit d'arrêter la démocratie? Alors, le président français, lui, c'est un arrêt. Donc, il faut que ça continue. Alors, c'est là que nous sommes. Est-ce que c'est une suspension? Est-ce qu'on peut suspendre la démocratie? Ça, plus tard, les philosophes vont en débattre. Parce que ce que nous sommes déroulés devant nous, nous sommes en train de vivre un échec et peut-être en même temps aussi une solution de résoudre ce problème-là. Est-ce qu'on peut suspendre une démocratie? Ensuite, est-ce qu'on peut la continuer? Qui peut la suspendre? Pourquoi? Ça, c'est des interrogations. Alors, on pourrait également se poser la question de savoir à qui profite l'instabilité en Égypte. Puisque forcément, je suppose à l'armée. À l'armée. Et pourquoi? Parce que c'est l'armée qui est la plus organisée pour le moment. Le corps qui est le plus organisé, c'est elle qui va profiter de ce mouvement. Vous ne voyez nulle part la main de l'Occident? Je pense qu'actuellement, l'Occident est dépassé, parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait un choix, ils ont échoué. Ils ont échoué en Libye, en choisissant la partie libyenne que nous trouvons aujourd'hui, ils ont échoué, puisque la Libye est détruite. Bon, pour eux, c'est bon, le pétrole, ça va, mais le reste, c'est détruit. Alors, quand ils ont voulu aller vers les frères musulmans, on les avait prévenus, attention, ce sont des noms, ils ont dit, eux, ils ne sont pas des extrémistes, ils sont des intellectuels. Mais ils se sont mêlés avec les salafistes. Alors, ils soutiennent un peu les frères musulmans, ils soutiennent un peu les salafistes contre la Syrie. Ah, tout ça, ça pose un problème. Il faut vraiment qu'il y ait un langage clair. Il faut que l'Occident ait un langage clair dans sa façon de voir le monde aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus s'ils soutiennent la démocratie, sous leurs intérêts. Parce que, par exemple, nous voyons que toute l'élite de gauche, par exemple, les pays arabes, ils sont contre. On a vu ça en Libye, on a vu ça en Syrie aujourd'hui, on a vu en Irak. Ils soutiennent maintenant les falachistes, mais les falachistes, bon, ils ne maîtrisent pas. Bon, maintenant, l'armée qui a contraint Mohamed Morsi à partir du pouvoir annonce la tenue des élections générales dans les tout prochains jours. Oui. Je suppose bien. Mais on voit que c'est une formule qui n'a pas payé, puisque Mohamed Morsi est arrivé à la tête de l'Égypte à travers les élections. Alors, quelle pouvait être la formule pour qu'il puisse finalement y avoir consensus en Égypte? Bon, le souhait, alors, ce que dit l'armée? L'armée dit, je suis venu parce que le peuple m'a demandé. Je ne voulais pas qu'il y ait un désordre, donc je suspends la Constitution. On recommence à zéro. C'est jouable, de toute façon, c'est la seule voie qu'ils ont. Même si démocratiquement, on se répète, puisque enlever quelqu'un qui a été élu démocratiquement pour mettre quelqu'un d'autre qui va être élu démocratiquement, bon, c'est un jeu de chandelle. Mais je pense que pour le moment, là, c'est un enjeu, c'est la seule voie qu'ils ont. Et c'est là qu'on va voir si l'armée, elle a tout intérêt. Parce que ce qu'elle a joué avec Moubarak, maintenant, l'armée a tout intérêt à redorer son blason en essayant, on verra plus tard, puisque les frères musulmans n'ont pas encore dit le dernier mot, en essayant d'amener le peuple vraiment égyptien à la démocratie. Bon, au vu de la place sur le plan scientifique, même culturel, qu'occupe quand même l'Égypte, est-ce qu'il n'y a pas un risque que peut-être cette instabilité puisse, peut-être d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que ces pays ne puissent plus avoir cette aura qu'il a sur la scène centrale? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce qui s'est passé par exemple au Mali avec Tombouctou n'arrive en Égypte? Vous savez, tout à l'heure vous m'avez demandé, moi je pense que tant que les intérêts d'Israël ne sont pas menacés, je pense que ça ne posera pas un problème.
tant que les intérêts d'Israël, c'est-à-dire que si les nouveaux partenaires de l'Égypte viennent à reprendre le pouvoir, ils amènent un contexte belliqueux, là nous allons voir vraiment une désintégration de l'Égypte. Mais si une partie, c'est pour ça qu'on souhaite que ce soit l'armée, même si on ne souhaite pas, si une partie essaierait de s'organiser, d'avoir un rapport avec Israël, puisque en fait, les Occidentaux, ce qui les intéresse actuellement, c'est la situation en Israël. Et c'est là où un peu les Arabes, quelque part, ils sont en train de se mettre le doigt dans l'œil, puisqu'ils sont en train de détruire toute leur civilisation, tout autour d'Israël, et c'est plus tard, c'est Israël qui va gagner. Merci, professeur Boukaya. Je rappelle que vous êtes égyptologue. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier. Tout à vous donner un rendez-vous demain à la même heure.